Une bonne recette pour un bon matin, eh bien c'est sur RTI 1 et place à Matin Bonheur. Bonjour et bienvenue. Toute l'équipe est en place et à mes côtés, vous le savez, la belle Alix. Bonjour Alix. Bonjour Angeval et bonjour à tous. Hello, coucou, doux réveil, bienvenue dans nos bras. On va s'occuper de vous en ce jeudi où on parle essentiellement de santé. On aura le temps de vous égrener le programme. L'écologie nous tient à cœur ici dans ce programme et nous avons décidé de l'inscrire sur notre conducteur aujourd'hui avec la chronique Espace Vert qui reçoit le docteur Mevanli Ouattara. Il est expert en écologie des plantes des milieux humides et aquatiques. Justement, on parle de ces plantes-là. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, docteur. Bienvenue. Merci. Il n'est pas rare de voir à l'approche de la fin d'année, notamment dans cette période-là, un envahissement ou une apparition de plantes aquatiques. Déjà, pouvez-nous définir qu'est-ce que c'est qu'une plante aquatique? Merci. Avant tout propos, je souhaite dire merci à la RT qui a bel et bien accepté de nous inviter sur ce plateau. Avec plaisir. Ainsi que le Centre national floristique de Côte d'Ivoire, CNF, situé au sein de l'Université Fessou-Boigny de Cocody. Et donc, pour répondre à votre question, une plante aquatique, et contrairement aux plantes terrestres, c'est une plante qui vit dans un milieu saturé d'eau. Et en fonction du degré de dépendance vis-à-vis de l'eau, les plantes aquatiques peuvent se diviser en deux groupes. Le premier groupe que les spécialistes appellent les hydrophiles strictes, c'est des plantes qui sont très liées à l'eau, dans laquelle la majorité ou la totalité de leur cycle biologique se déroule. En absence d'eau, ces plantes aquatiques-là voient leur survie compromise. Et le deuxième groupe, c'est les hélohydrophytes. Et donc, c'est des plantes qui sont moins exigeantes vis-à-vis de l'eau. Contrairement aux hydrophytes stricts, qui voient leur survie compromise en absence d'eau, ces plantes-là, elles, peuvent vivre sur des milieux inondés comme exondés. Voilà, donc voilà un peu. Et c'est faire la différence entre leurs différents apports en eau pour leur survie. Des fois, on a des fleurs à la maison qu'on peut voilà, juste arroser et ça peut aller. Effectivement. Alors, à quel moment ces plantes aquatiques sont dites envahissantes? Vous savez, dans le monde végétal, il y a des espèces qu'on dit des plantes autochtones, c'est-à-dire qui sont natives d'une région donnée. Il y a d'autres qui sont exotiques qui viennent d'ailleurs. Et les végétaux aquatiques envahissants sont des espèces exotiques qui viennent d'ailleurs. Elles ont été transportées par l'homme de façon volontaire ou bien de façon accidentelle pour orner leur jardin. Et une fois qu'elles arrivent dans leur nouveau territoire, ces plantes sont dotées d'un pouvoir étonnant de reproduction végétative. Et donc, elles arrivent à proliférer et à envahir tout l'espace, au point où elles deviennent dominantes et abondantes sur la surface du plan d'eau. Justement, elles créent des désagréments dus à cette prolifération. Effectivement, c'est quoi, parce que le tapis végétal qui se développe à la surface du plan d'eau peut entraîner des impacts sur le social. C'est-à-dire que vous voyez que le tapis végétal qui se développe va constituer une zone pour la navigation. Et donc ça, c'est un impact social. Il peut également entraîner un impact sur la biodiversité. Vous savez, lorsque le tapis végétal se développe sur la surface du plan d'eau, elle va bloquer la diffusion de l'oxygène de l'air dans la colonne d'eau et qui va créer des conditions anoxiques, c'est-à-dire qu'il manque d'oxygène. Lorsque l'oxygène est absent dans la surface du plan d'eau, il y a des espèces, la population faunique, les poissons, des crustacés, des micro-organismes, vont voir que les conditions physico-chimiques de leur habitat naturel sont perturbées. Donc, elles vont disparaître. Et donc, toute cette disparition de la faune aquatique constitue une perte pour la biodiversité. Les impacts aussi sur l'économie. Parce que quand l'entrave à la navigation va impacter le transport fluvial, la pêche, la pratique même des loisirs nautiques et tout ça. Voilà. Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous en avons sur la lagune Ébrié. Oui. Ce phénomène, c'est un phénomène naturel qui se produit chaque année. Oui. Vous savez, pendant la saison sèche, de janvier à avril, ces plantes-là sont focalisées dans leur zone de production. Dans le secteur est de la lagune Ébrié, dans les zones de production, comme on a dit, au niveau de Bonois, sur la rivière Mé, également sur le cours inférieur du fleuve Komoy. Et donc, en ce moment-là, puisque c'est la saison sèche, ces plantes-là ne supportent pas la salinité. En ce moment, l'intrusion marine, à travers le canal de Vredi, donc l'entrée marine est forte. Et donc, ces plantes-là sont reculées dans les zones de production, dans les eaux douces. Elles vont migrer. Et quand il va commencer à pleuvoir, la quantité d'eau de pluie va favoriser leur multiplication avec l'enrichissement du milieu en nutriments nutritifs. Parce que toutes les plantations qui sont au bord
avec les eaux de ruissellement qui sont enrichies en phosphate et en nitrate, vont être des conditions favorables à la multiplication. Et comme on l'a dit, elles sont dotées d'un pouvoir de multiplication végétative très énorme. Donc, un seul pied peut donner des milliers en quelques jours. Oui. Donc, elles vont commencer à proliférer depuis là-bas. Et en septembre, novembre, il y a la crue du fleuve Komoy. Donc, elles vont migrer avec, sous l'action du courant, avec le vent, elles vont migrer depuis là-bas jusqu'à Abidjan. Et en ce moment-là, puisque c'est la crue, il y a une abondance d'eau douce qui va venir s'ingérer dans la lagune, qui est une eau saumâtre. Et donc, ça va créer du salut du fleuve de la lagune ébriée. Donc, le taux de salinité va être faible. En ce moment-là, puisque ces plantes-là sont des plantes d'eau douce, et la lagune est dessalée. Donc, en novembre et en décembre, on les voit à Abidjan. Et vous allez voir, quand on va rentrer en janvier, en février, la saison sèche, l'intrusion marine par le canal d'Evridi va être en abondance. Et donc, ces plantes-là vont mourir sous l'effet de la salinité qui va commencer à... Et elles vont sécher et disparaître. Bien sûr. Tout à fait. Alors, il existe des techniques d'éradication, de gestion de ces plantes envahissantes-là? Oui, nous avions l'arrachage manuel avec la main. Bon, c'est une méthode qui est inefficace et puis difficile. On imagine la difficulté. Oui, par rapport à la prolifération très avancée de ces plantes. Je pense qu'il y a même des morts, même quand le phénomène a commencé, parce qu'il y a des pêcheurs qui ont, en voulant arracher, la pirogue a chaviré. Donc, la méthode manuelle inefficace, elle est vraiment dangereuse. Et il y a aussi l'arrachage mécanique avec l'utilisation des bateaux focadeurs. C'est des sortes de bateaux avec des râteaux et sur le plan d'eau. Oui. Et donc, ils vont arracher ces plantes-là et les déverser sur la rive. Et il y a aussi la lutte chimique. La lutte chimique avec l'utilisation des herbicides ou bien de l'eau salée. C'est une lutte qui n'est pas trop envisageable. Parce que quand on va les déverser dans l'eau, ça peut aussi créer des conditions... Une pollution. Donc, effectivement, avec l'eau salée aussi, ça peut perturber l'habitat naturel de certaines espèces. On ne s'en sert pas véritablement. Oui, véritablement. Donc, finalement, la solution adéquate... C'est la lutte biologique. Je pense que la Côte d'Ivoire a initié un projet depuis 1997, le projet Siapol VAE. Et donc, on a transporté des insectes spécifiques à ces espèces-là pour les consommer. Donc, ces insectes-là sont lâchés sur les populations de VAE qui sont sur la surface du plan d'eau. Ces insectes-là vont consommer, c'est des ennemis naturels. On les envoie, on les lâche sur le tapis de ces VAE-là. Et donc, ça devient une manifestation, on va dire, de la chaîne alimentaire. De la chaîne alimentaire. En 1997, avec la phase active du projet, un an après, en 1998, toutes les surfaces où on a lâché ces insectes-là ont été débarrassées. Et nous disposons justement d'un grand stock de ces insectes pour pouvoir éradiquer ces plantes. Oui. Il faut dire que c'est depuis 1998, 1997-1998. Vous voyez la recolonisation des sites qui ont été infestés là se constate. Donc, il faudrait, si possible, peut-être projeter encore de nouvelles actions en vue de pouvoir éradiquer véritablement le phénomène. Alors, à quelle occasion peut-on solliciter les conseils d'un expert en écologie pour ces plantes aquatiques? On revient plus ou moins là-dessus. Effectivement, lorsque on veut débarrasser totalement un plan d'eau qui est envahi par ces végétaux aquatiques envahissants, il faudrait consulter un expert qui va, avec les différentes méthodologies, mettre en place pour débarrasser totalement. Il y a cet expert. Il y a aussi la gestion des VAE sur le plan d'eau. Parce qu'il faut reconnaître que ces végétaux aquatiques envahissants, souvent, ont des avantages. On peut les utiliser pour la consommation des animaux. On peut les utiliser pour la transformation du biogaz. On peut même les utiliser comme compost pour enrichir le sol. Et donc, il y a des méthodes de gestion, puisque si elles ont des utilités, on peut les enlever de façon stratégique pour d'autres usages. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait véritablement? Parce que je suppose que si nous sortons actuellement sur la lagune ébriée, elles ont commencé à envahir. Qu'est-ce qui est fait et qui en a la charge? Bon, actuellement, je pense que c'est peut-être les pouvoirs publics. Voilà, qui peuvent... Je dirais même pas peut-être. Les pouvoirs publics qui peuvent s'engager véritablement pour débarrasser... En vous sollicitant bien évidemment, car vous avez l'expertise pour pouvoir nous aider en la matière. Il faudrait nous consulter au Centre national floristique, au numéro suivant, 49 21 90 41. Qui est un centre public étatique, donc ça peut se faire ainsi. Merci infiniment, M. Ouattara. Merci à vous. Mévanli, expert en écologie des plantes, des milieux humides et aquatiques, pour ces éclairages sur le sujet. Merci.
Voilà, la bonne assiette aujourd'hui. Et nous recevons un visage que vous connaissez aussi dans cette émission, le docteur Anvo Blanchard. Il est nutritionniste. Le sujet aujourd'hui, le gras est-il bon pour la santé? Vous saurez tout dans ce moment. Bonjour, docteur Anvo. Bonjour, docteur. Et c'est Angeval. Angeval. Régis vient de partir. Enchanté, docteur Anvo. Je pense qu'il va s'habituer, docteur. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'adage dit, et on le sait, c'est ce que nous mangeons qui nous guérit ou c'est ce qui nous tue. Alors, aujourd'hui, on a décidé de regarder dans notre assiette, à l'instar de cette belle table-là. On peut avoir une assiette comme ça, bien garnie, mais il faut scruter pour voir si ce qui est à l'intérieur est bon ou pas. Aujourd'hui, on s'attarde sur le gras. Le gras est-il bon? Le gras, qu'est-ce que cela nous apporte? Docteur Anvo, bonjour une fois de plus. Et dites-nous déjà comment définir le gras. On dira gras, c'est l'ensemble des aliments qui contiennent de la matière grasse. Donc, c'est-à-dire que, alors, dans les aliments que nous consommons tous les jours, il y a cette partie qu'on appelle le gras qui intervient à 33% dans la composition d'un aliment. C'est-à-dire que lorsqu'on prend un aliment donné, ce qu'on appelle les macromolécules, c'est-à-dire que les aliments qui nous rassasient, il y a ce qu'on appelle les protéines, du poisson, de la viande, il y a le sucre, le riz, la tiquée, il y a la partie grasse, le gras. Et lorsqu'on fait la composition d'un aliment, on dit alors que le gras doit apporter 33% de l'énergie journalière. Donc, c'est-à-dire que le gras est une source d'énergie. Pour preuve, 1 gramme de matière grasse produit 9 kilocalories d'énergie que nous brûlons pour nos activités quotidiennes. Okay. Alors, où le trouve-t-on généralement, ce gras-là? Généralement, on trouve le gras dans les aliments que nous avons. On trouve le gras dans les aliments, notamment dans les graines ou bien dans les huiles que nous avons. Les huiles d'origine végétale, comme aussi dans la viande. On trouve aussi le gras un peu dans les légumes. Sinon, on trouve le gras, mais aussi, l'homme contient aussi du gras. Dans notre composition, nous avons aussi du gras. La preuve, lorsqu'on fait des bilans, il y a une partie au niveau du bilan où on met les triglycérides, voilà, et puis le cholestérol. Mais, bon, le cholestérol est un peu différent. C'est du gras, mais il y a cette partie, lorsqu'on voit un peu les gras du sang, il y a ce qu'on appelle les triglycérides qui sont aussi le gras qui marque un peu le gras au niveau du sang. Alors, docteur, vous venez de dire quelque chose qui est très important et il faudrait qu'on puisse éclairer les lanternes des uns et des autres. Vous avez parlé d'huile contenant du gras. Donc, où faire la différence entre huile et gras? Non, l'huile, c'est le gras. Voilà. L'huile, c'est le gras. Voilà, il y a juste une différence entre l'huile et puis, par exemple, la graisse. C'est une question de température, de fusion. Sinon, il ne faut pas faire l'amalgame. Voilà, c'est l'huile et puis la graisse, la même chose. Seulement que, bon, c'est juste la température de fusion qui change. Sinon, le gras, c'est l'ensemble des éléments qui contiennent la matière grasse. Voilà. Alors, le gras, faut-il en consommer de temps en temps? Et pourquoi? Alors, moi, personnellement, si on fait mon repas sans matière grasse, je ne mange pas. Pourquoi? Vous voyez, alors, en toute chose, c'est l'excès qui nuit. Tout à l'heure, je viens de dire que le gras, l'huile apporte 33% de l'énergie que nous dépensons tous les jours. Donc, l'huile a sa part dans la fabrication d'un aliment. Lorsqu'on prend un process ou bien les techniques culinaires, l'huile joue un rôle important. Je prends un exemple. Lorsque, par exemple, je fais ma préparation du riz ou bien, par exemple, de l'igname, je demande qu'on ajoute l'huile dans la préparation du riz parce que, vis-à-vis de l'amidon, en prenant de la température, la matière grasse empêche l'amidon de se refermer. On dit, en science, on parle de la rétrogradation de l'amidon. Lorsque vous n'apportez pas l'huile à un produit riche en amidon, à la préparation, lorsque la température baisse, alors l'amidon se referme, l'amidon se rétrograde. Et quand c'est comme ça, la digestion est très difficile. Vous voyez un peu aujourd'hui, vous voyez un peu beaucoup de personnes souffrent d'affections digestives. Oui. Pourquoi? Parce que ces personnes-là mangent des aliments qui ne contiennent pas de matière grasse. Alors, docteur, dites-nous, parce que là, vous nous expliquez que vous, si vous avez un repas sans gras, vous ne pouvez pas le consommer. Mais quelle est la bonne dose de gras donc, à consommer pour un repas? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une quantité quand même. Et en nutrition, nous avons... Comment la quantifier, cette quantité? Non, ça, je vous dis pas de prendre une balance pour peser, mais il y a des proportions. Il y a des proportions, par exemple, 1 sur 7.
voilà, un septième de... Docteur, vous savez que ça a Voilà, l'air un peu technique. Et pour des aliments à la maison, Voilà, comment on si à la fait le maison, distinguo? on veut préparer, par exemple, un repas de la famille. Lorsqu'on prend une cuillerée d'huile normale, l'huile de palme normale qu'on met dans un repas. Lorsqu'on veut faire le foutou, on prend une cuillerée d'huile qu'on met dans l'eau de la banane. L'eau de la banane, on met... L'eau de cuisson. L'eau de cuisson, effectivement, avant de le porter au feu. D'accord. Voilà, c'est ce qui est conseillé. Vous allez voir que ce foutou, quand vous allez le manger, vous allez bien le digérer. Mais si vous n'ajoutez pas l'huile dans ce repas, vous allez voir que quand vous allez manger, vous aurez du mal à digérer. Alors, en même temps aussi, il ne faut pas en abuser. Voilà pourquoi il y a une dose. Moi, généralement, lorsqu'on parle d'abus, moi, je n'arrive pas à comprendre parce que je n'ai jamais vu quelqu'un boire de l'huile. Je n'ai jamais vu quelqu'un boire de l'huile. Parce qu'il y a des repas qui, à vue d'œil, tout de suite, c'est vraiment immergé dans de l'huile. Donc, voilà. on a tendance à dire que généralement, ça se critique. Lorsque vous allez prendre un plat de chef, par exemple, rempli d'huile directement, vous le critiquez. Mais ces repas, c'est un peu rare. C'est un peu rare. N'ayons pas toujours peur de l'huile. Parce qu'aujourd'hui, alors si moi, en tant que spécialiste, aujourd'hui, je suis praticien, alors si on me vient, on me dit à droite, le nombre de malades est victimes de l'excès d'huile. Le nombre de malades victimes de manque d'huile, je vais vous dire qu'il y a plus de malades de manque d'huile. Il y a une carence. C'est-à-dire que ceux qui mangent moins d'huile, il y a plus de maladies apportées par une carence en huile que de maladies apportées par un excès d'huile. Je vais le préciser parce que souvent, lorsqu'on fait un bilan, nous avons un peu de la graisse dans le sang. On pense que non, c'est parce qu'on a mangé trop de gras que nous avons de la graisse. Non, 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 non. Ne confondez pas le gras. Dieu a fait le monde trop merveilleux, le corps trop merveilleux pour dire que non, c'est parce que j'ai mangé du gras que j'ai le gras dans le sang. Non. Ceux qui ont beaucoup de gras dans le sang, c'est ceux qui mangent beaucoup. Voilà, c'est-à-dire que l'excès d'énergie apporté par l'aliment alors induit une production. Voilà, induit une production. Par exemple, vous êtes là et puis on va vous donner par exemple 500 millions sur place. Bien sûr qu'aujourd'hui vous allez dépenser un peu, mais sachez que vous allez garder un peu en compte. Vous allez un peu donc, c'est une manière au corps de réserver l'énergie. C'est une mauvaise répartition qui crée ces incidences-là. Effectivement, il y a cet excès. Sinon, généralement, c'est vrai, souvent on dit non, vous mangez trop gras, mais en vérité, quand on fait les calculs, on ne mange pas trop gras. N'ayez pas peur de l'huile. C'est souvent la manière de consommer l'huile qui n'est pas bien. Donc, instruisez-nous à comment consommer l'huile. Je dis alors ceci, on fait un repas dans la technique culinaire, on demande alors, l'huile que vous allez acheter, la place de l'huile, ce n'est pas dans la sauce. Non. La place de l'huile, c'est pour empêcher l'amidon de se rétrograder. Donc, on met l'huile là où il y a l'amidon, dans le riz. Moi, je ne mange pas l'attiqué au dehors, non, comme ça. Là, parce que pour manger mon attiqué, je dirais à la bonne dame, mets l'huile et puis chauffe. C'est-à-dire que je souhaiterais que, par exemple, les pouvoirs publics disent à toutes les dames qui vendent au dehors, si un jour on veut faire une prévention des maladies digestives, on dirait à toutes les femmes qui vendent au dehors, mettez l'huile sur l'attiqué puis réchauffez. Vous voyez un peu? Oui. Alors, comment se fait qu'un restaurateur puisse mettre de l'argent pour décorer son restaurant, mais ne prend pas le temps d'apprendre les techniques culinaires? Pour vendre l'attiqué, on met l'huile et puis on chauffe. On ne vend pas, non, l'attiqué d'un sachet, vous arrivez, on vous sert, on vous sert, vous mangez. Non, vous aurez toujours des troubles. Autant de fois vous le ferez, autant de fois vous aurez des troubles digestifs. On va rester vraiment sur cet aspect-là. C'est vrai qu'on a planté un peu le décor, on a dit un peu ce que c'est et tout. Vous avez parlé des maladies tout à l'heure, on est entré dans le cadre de son impact sur notre santé. On poursuit encore avec ces sujets, l'impact réel du gras sur notre santé. Alors, voici ceci. Alors, lorsque vous allez manger d'abord un aliment trop gras, d'abord, c'est difficile de digérer. On dit que le foie digère plus rapidement un aliment moins gras qu'un aliment plus gras. C'est-à-dire que plus un aliment est gras, plus le foie a du mal à le digérer. Donc, plus un aliment est gras, alors la digestion sera un peu difficile. Puis, vous comprenez un peu. Plus un aliment il est gras, plus la digestion est lente. Voilà, là, ça crée déjà des problèmes au niveau digestif. Mais si vous ne mangez pas l'huile, si vous dites, ah non, du fait que j'ai un peu de gras dans le sang, parce que vous croyez que c'est le gras que vous avez mangé qui a apporté le gras dans le sang, que vous ne mangez pas d'huile, alors vous allez voir que vous aurez des problèmes digestifs. Je prends pour exemple, une fois j'ai croisé une dame qui me disait par exemple que dans leur famille, alors eux, ils meurent de cancer du rectum. J'ai juste posé une question, est-ce que vous mangez un peu d'huile à la maison? Elle a dit jamais. Vous voyez un peu? Alors nous on dit en nutrition, dites-moi ce que vous mangez et direz ce que vous allez avoir. Si vous ne mangez pas l'huile, c'est à ces maladies-là. Ces maladies digestives, aérocolie, des gaz dans le ventre, vous avez des colopathies, des constipations, les gens font l'hémorroïde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on mange trop d'aliments où ça n'a pas été confectionné avec de la matière grasse. On ne met pas l'huile dans la sauce, mais dans les aliments riches en amidon, apporter l'huile, c'est conseillé. Et nous, on dit ne pas apporter l'huile, c'est une erreur alimentaire. Et autant de fois vous faites, vous aurez des troubles digestifs.
comme ça. Alors, pour tous ceux qui nous suivent, hein, il faut bien comprendre la démarche du docteur Anvo. Il n'est pas en train d'encourager à abuser la consommation de l'huile, mais il vous encourage à en consommer à dose indiquée. Et il nous a précisé la dose. Justement, docteur, dans ce cheminement-là et dans cette même veine-là, il y a des huiles à privilégier, il y a des gras à privilégier. Il y a certaines matières grasses riches en ce qu'on appelle les insaturations. C'est-à-dire qu'on caractérise les différentes huiles généralement par leur taux d'insaturation. C'est pour cela qu'on dit que cette huile est de qualité que l'autre. Vous voyez un peu, alors il y a ce qu'on appelle en science, on appelle l'indice d'iode. On fait un dosage pour vérifier un peu le taux d'insaturation d'une matière grasse. Donc, plus un aliment a un indice d'iode élevé, c'est-à-dire que plus un aliment, une huile a plus d'insaturation, plus elle a une valeur nutritionnelle plus élevée que l'autre. Vous voyez un peu, par exemple, prenez un exemple. On utilise par exemple l'huile de palme et puis l'huile de colza, par exemple. L'huile de palme qui est beaucoup critiquée ces derniers temps. Pourquoi? Parce que généralement, ceux qui en produisent ne défendent pas l'huile de palme. Sinon, moi, je consomme l'huile de palme. Et puis moi, personnellement, je défends l'huile de palme. C'est un jour, on a le temps d'en parler. Oui, on argumentera un autre jour. Effectivement. Alors, vous allez voir, par exemple, lorsqu'on fait la comparaison, l'huile de colza, par exemple, l'huile de palme, vous allez voir que l'huile de colza a l'indice d'iode plus élevé que l'huile de palme. C'est-à-dire que l'huile de colza protège mieux le cœur que l'huile de palme. Mais ça ne veut pas dire que l'huile de palme est mauvaise, parce que nous avons toujours consommé l'huile de palme. Et puis aussi, on dit aussi que lorsqu'on veut faire des préparations à haute température, il est mieux d'utiliser l'huile de palme qui a moins d'insaturation. Vous voyez un peu, parce que souvent en industrie, lorsque vous prenez ces matières grasses ayant des insaturations que vous élevez à haute température, souvent il y a des corps cancérigènes qui se forment. C'est pourquoi à la maison, on vous commande de faire les crudités avec les huiles et des qualités supérieures. Et par exemple, nos préparations, tout à l'heure, je viens de dire que lorsqu'on ne peut pas le riz, on ajoute de l'huile de palme, une purée d'huile de palme dans le riz. Vous voyez un peu. Donc, des aliments qui vont subir la température, on leur demande de prendre l'huile de palme et des aliments qui seront faits et découpés. Manger directement, consommer directement. Les huiles de qualité supérieure. Nous espérons que vous avez eu de plus amples informations concernant le gras avec notre invité précédent. Nous poursuivons dans ce même chapitre de santé et nous sommes aujourd'hui avec Madame Diane Gakouba. Elle est psychologue. Avec elle, on parlera du stress et de la Covid-19. Bonjour, bienvenue. Bonjour, ravie d'être de nouveau avec vous ce matin. Et second volet donc de la santé pour ce jeudi, thématique que nous abordons avec Madame Diane Gakouba qui est psychologue. Elle nous parle du stress et de la Covid-19. Ça peut paraître évident, hein, mais c'est clair que les incidents sont méconnus et on essaiera de toucher du doigt aujourd'hui, apporter des solutions. Bonjour une fois de plus. Bonjour, ravie d'être ici. Merci. Alors, on va essayer de définir le terme de stress déjà. Comment le stress peut se définir? Absolument, merci pour la question. En fait, c'est une très bonne question parce que de nos jours, le mot stress est tellement utilisé qu'il a été banalisé. Et je trouve que c'est la raison pour laquelle la plupart des personnes, non seulement ne reconnaissent pas les symptômes du stress, mais ne cherchent pas à chercher un professionnel de santé mentale pour les aider à identifier l'origine de leurs problèmes et les accompagner à trouver des solutions adaptées, non seulement à leur style de vie, à leur personnalité, mais aussi à leur objectif de la vie. Donc c'est un peu comme, donc pour répondre à votre question, le stress est une forme de réaction de la part de notre cerveau pour nous informer, pour nous prévenir qu'il est surchargé, surmené et qu'il a besoin d'attirer notre attention. Alors donc l'élément déclencheur demeure le cerveau. En fait, il y a un stimulus. Le stress est déclenché par un stimulus qu'on appelle un agent stressant et peut être de forme physique ou nerveux. Et par exemple, vous êtes en train d'essayer de déménager, vous préparez un mariage, vous préparez pour une prise de parole en public où il y a eu un accident, ou tout simplement, il y a un problème de couple. Absolument, ça ce sera l'élément déclencheur, le stimulus qui va vous rendre plus stressé. Et ces manifestations se présentent comment? Alors d'habitude, normalement, le stress, ce genre de stress dure une courte durée. C'est sur une courte durée. Et c'est normal et tout le monde peut être stressé. Et le stress affecte tout le monde. Par contre, si le stress devient chronique, donc dans ce cas-là, il devient pathologique. Les facteurs qui influent sur notre santé mentale, on peut en parler? Oui, tout à fait. En fait, on peut identifier les facteurs d'abord environnementaux, les facteurs psychosociaux,
les facteurs socio-économiques et biologiques. Alors, un exemple d'un facteur environnemental, on ne va pas aller très loin. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer facilement, comme la pollution, les changements climatiques. Mais par exemple, si on regarde nos bureaux, alors comme on le dit, un bureau mal rangé est un esprit désordonné. Voilà, perturbé. Donc, commençons par ce qu'on apporte à notre champ visuel le matin, quand on commence la journée. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un bureau qui est mal rangé. Et c'est vrai, ils vous disent, non, ne vous inquiétez pas, je me retrouve mieux ainsi. Mais oui, mais à quel prix? Donc, je me retrouve dans mon désordre. Je me retrouve dans mon désordre et on vit comme ça et on pense que c'est normal. C'est pas normal parce qu'en fait, ça affecte votre capacité de réfléchir, puisque vous perdez du temps d'abord à chercher quelque chose. Alors, comme on approche la fin de l'année, c'est le moment idéal, en fait, de trier, faire le grand ménage mental, et regarder autour de nous, autour de notre environnement de travail, qu'est-ce qu'on peut jeter, qu'est-ce qu'on peut enlever. Parce que quand c'est tout dégagé, vous gagnez du temps et votre esprit est clair. D'accord. Voilà. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est stress et Covid-19. En préalable, nous avons voulu installer dans l'esprit de tout le monde comment se manifeste le stress et ses incidences avec le Covid-19. C'est ce que nous allons aborder maintenant. Justement, quelle incidence a eu la Covid, comme on le dit maintenant, sur les manifestations du stress? Parfait. Donc, comme tous les facteurs de stress de la vie de tous les jours, les situations sanitaires comme la COVID-19 apportent un autre degré de stress, d'insécurité, de peur. Donc, pour dire qu'en fait, lorsque la COVID-19 est apparue, nous vivions déjà un moment de stress. Mais COVID-19 est particulier parce qu'il était imprévisible. Et c'est ce qu'on appelle les événements signes noirs. On n'y a jamais pensé, on n'est pas préparé pour ça. Et le cerveau n'a pas de formule. Parce que quand on entre dans l'embouteillage, par exemple, le cerveau est déjà habitué. Quand tu prépares un mariage, tu es déjà habitué, donc il a déjà des solutions. Mais les signes noirs, on n'a jamais vécu ça. Et c'est l'ambiguïté. Et quand le cerveau fait face à une situation d'ambiguïté, il travaille lentement. Parce qu'il doit passer beaucoup d'informations, les neurones doivent travailler beaucoup plus pour trouver des solutions. Et on se retrouve en fait en train de travailler beaucoup plus lentement. On peut rester devant son ordinateur, mais en fait, on n'avance pas. Et on pense que la personne est paresseuse, elle ne veut pas travailler, mais en fait, son cerveau est en train de travailler très très lentement. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vivre une situation imprévisible. D'où la Covid, en fait, a ajouté un stress plus alarmant, plus important aux individus qui n'avaient pas encore appris à gérer leur propre stress. Maintenant, avec la Covid, on a peur. La peur de l'emploi, de notre santé, est-ce que je vais travailler, est-ce que je vais attraper le virus, est-ce que mes enfants, maintenant, par exemple, nous avons connu la situation dans laquelle les enfants n'allaient pas à l'école. Oui. Donc, tu vas à l'école, mais tu sais que ton enfant est à la maison. Donc, tu es stressé. Et puis, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait? Et puis, il y a des mamans aussi, des parents qui me disent, mais moi, je ne suis pas pédagogue, je ne sais pas comment utiliser ces méthodes de travail à distance. Et tout d'un coup, tu te sens comme si tu es déboussolé. Les enfants, le problème aussi qu'on rencontre, c'est que les enfants, en fait, beaucoup de parents n'ont pas pris le temps de leur expliquer c'est quoi la Covid, c'est quoi le confinement, qu'est-ce que c'est les mesures de distanciation physique, pourquoi est-ce qu'on a besoin de porter un masque. C'est vrai, on en parle, mais à cause du stress qu'on a, on passe rapidement. Alors que c'est très, très important de prendre le temps, même ce qui paraît évident, prendre le temps d'en parler pour remettre en confiance l'enfant et qu'il comprenne, nous vivons une situation... Pour l'apaiser. Pour l'apaiser, mais surtout que, en fait, ce qui se passe avec la Covid, il y a des personnes qui disent qu'en fait, ils ont l'impression de revivre des événements antérieurs, comme pendant la guerre. Alors, tous les événements qu'ils ont vécus pendant la guerre, le traumatisme qu'ils n'ont pas adressé à ce moment-là, c'est maintenant que ça leur revienne. On va y revenir sur la démarche indiquée pour leur faire comprendre la chose et puis les emmener à mieux vivre avec ce stress-là dans cette condition parce que, hélas, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore eu de solution définitive. Donc, il faut apporter un palliatif. Nous, on part maintenant pour recueillir vos réactions quant au sujet qui est traité en ce jour. Que la commune 19 que le marché n'est pas rempli, la clientèle ne venait plus. C'était très difficile même. Parce que c'est ça nous on vit. C'est ça on peut payer nos maisons, les petits besoins. Donc ouais, on est bloqué aujourd'hui parce que
on n'arrive pas à gagner l'argent à cause de cette maladie. Pendant la Covid-19, j'avais peur de perdre une année scolaire, mais de faire une année blanche parce que moi, personnellement, j'étais en classe d'examen, je passais le bac. Donc, je ne voulais même pas, en aucun cas, reprendre encore ma classe encore. Donc, puisqu'on entendait vers les examens, donc toutes nos prières adressées à Dieu, c'était que Dieu permette que cette crise sanitaire finisse afin que nous puissions partir à l'école. Pendant la Covid-19, on était stressés parce que vraiment, bon, on n'avait pas trouvé le remède de la maladie, ça faisait peur. Avant la Covid, on pouvait vendre peut-être faire des recettes de 30 000, mais pendant la Covid, là, on faisait peut-être 5 000, peut-être seulement 3 000. La Covid-19 était une période vraiment très sensible, voilà, puisque avec l'interdiction de l'État de ne pas sortir, nous-mêmes étant à Yopougon, voilà, on a vécu ça avec la pression des parents, ne pas sortir, affecter les gens, puisqu'on ne savait pas effectivement qui était contaminé. Donc voilà, il fallait que vraiment on respecte les mesures barrières. Voilà, donc vraiment ça a beaucoup affecté. Voilà, surtout même l'activité de mon père même qui était resté à la maison. Voilà, jusqu'à présent, vraiment ça a beaucoup affecté. On prie Dieu pour qu'au moins tout puisse rentrer dans l'ordre et puis pour ne plus qu'on ait ces gens de pandémie là. Voilà, nous avons entendu ces personnes qui se prononcent sur le stress causé par la Covid-19. Madame Diane Gakouba, petite signification, hein, il faut le dire, la Covid existe bel et bien en ce moment. C'est vrai qu'on a entendu que tout le monde était au passé là. Absolument. Et pourtant, on est en plein encore. Et c'est la réalité en fait. Oui. Vous avez, les gens parlent comme c'était au passé. Oui. Nous vivons toujours cette situation. Mais cela pourrait s'expliquer par quoi? À la résistance au changement. À la résistance au changement, ça veut dire que le cerveau n'est pas prêt à accepter, à changer. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, changer, tu peux savoir que quelque chose ne marche pas, mais prendre la décision de changer, c'est toute une autre éducation, c'est toute une autre discipline. C'est pour ça que les gens ont du mal à sortir de leur zone de confort. Moi, je veux fonctionner comme je fonctionnais avant. Moi, je veux avoir le nombre de clients que j'avais avant. C'est comme, il y a même des personnes qui ne veulent pas changer de méthode, alors que la Covid-19, en fait, nous pousse, on n'a pas le choix de nous réinventer. Tout à fait. De s'adapter. Si les clients venaient vers vous avant, maintenant, c'est maintenant de faire des efforts, aller vers eux. S'il faut changer un produit, il faut le changer. Mais c'est ça, en fait, comme je disais tout à l'heure, la résistance au changement. Les gens ont du mal, la plupart des personnes ont du mal à changer. Et ça commence par le cerveau. Merci en tout cas pour la démarche que vous avez entamée avec nous. On espère que nos téléspectateurs sont moins stressés, mais pas dans le déni. La Covid existe toujours. C'est vrai qu'il y a de la lueur d'espoir avec toutes ces avancées au niveau scientifique quant à des vaccins. On garde espoir et c'est ce qui nous permettra de vivre et d'aller de l'avant. Demain déjà, on se retrouve pour terminer ensemble cette première semaine entamée lundi. Je vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie des programmes de l'RTI.